savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. C'est la grande nouvelle qui est tombée ce matin. Québec qui va aller de l'avant avec les cordons de la bourse qui seront déliés pour un nouveau toit pour le stade olympique. Là, on se souviendra, il y avait eu un rapport accablant qui avait fait état vraiment d'une situation épouvantable, insoutenable même là, pour le toit du stade olympique. Combien de sutures, de coutures qui avaient été mises dans le toit? Dans le rapport de l'année passée, c'était 18 000 quelques cents, mais c'est l'an dernier. Avec, là, au rythme où on va, on est à 1 000, 2 000 par année, ce qui fait que la ministre, ce matin, elle a parlé dans sa conférence de presse, elle a utilisé le chiffre 20 000. C'est un chiffre arrondi, là. Mais parce que c'est un rapport précis qu'on avait dans chaque rapport annuel du Parc olympique. Oui. Puis le dernier rapport, c'était 18 000 quelques cents. Oui. Mais quand même, je me porte pas à la défense, mais la toile, si on fait son historique, elle a été installée en 99, elle a déchiré quelques mois après. On peut pas l'avoir oublié, là, c'est la déchirure. Ben là, tu étais trop jeune, la déchirure, ça la tête du monde, des blessés, c'était grave. salon de l'auto, gros tas de neige qui tombe, là, je pense que c'était sur le stand de Nissan ou de Hyundai, je me souviens plus, qui tombe sur la tête des gens, puis tout ça. Bon. Et là, on se disait, ben là, la toile a même pas duré un an, c'est fini, c'est comme de l'argent à l'eau. Mais finalement, de rafistolage, en nouvelles règles pour faire fondre la neige, puis en tout ce que tu veux. On l'a fait toffer, là. Ben, on est rendu en 2024 et c'est une toile qu'on avait achetée pour 25 ans. Oui. Donc, avec des contraintes, des limitations, toutes sortes de patentes, on aura quand même donné à cette toile-là sa vie utile. Aujourd'hui, là, le gouvernement nous propose une autre solution, mais on peut pas dire... si on l'avait changé en 2004, 2005, là, on aurait dit, OK, cette toile-là, on l'a achetée pour rien, mais là, on l'a étirée à sa vie utile pour laquelle on l'avait payée, 25 ans. Parce qu'on avait payé ce qu'il y avait de, faut le rappeler, moins cher. Puis là, on a dit, il n'y aurait pas une solution encore moins chère. C'est vraiment le principe, tu vas à Quincaillerie puis tu t'ostines avec le gars pour trouver la solution, là, la moins chère. Puis là, il finit par te dire, mais écoutez, monsieur... pas sûr que ça va tenir, là, c'est ça qu'on a acheté. Là. Oui, et là, ben finalement, on va aller pour une solution qui va être plus longue que 25 ans. Mais plus cher. Mais plus cher. 50 ans, mais pour 870 millions de dollars. Puis on met vraiment un trait complet sur l'idée d'avoir une toile là, qui serait rétractable dans le mode du stade olympique, comme c'était l'intention à l'origine. On parle d'un toit qui va être rigide, mais avec un anneau, là, le cerceau autour, transparent en verre. Là. Donc, pour donner vraiment la lumière naturelle du jour ou encore les étoiles, le ciel étoilé de Montréal le soir. Donc, on espère comme ça ramener l'intérêt des gens dans le stade olympique par la suite. On dit du côté du gouvernement, là, Caroline Proulx, entre autres, la ministre de la Métropole et du Tourisme, là, qui l'a annoncé aujourd'hui en disant qu'on veut générer des revenus d'à peu près 1,5 milliard de dollars sur 10 ans avec des nouvelles personnes qui vont se rendre jusqu'au stade. C'est certain que le coin en tant que tel là, autour du stade olympique pourrait être revampé lui aussi. Des projets probablement qui vont suivre là, par la suite. Mais il pense, Michel Labrec, là, qui est le PDG du Parc olympique, pense pouvoir avoir 100 vrais jours, parce que là on est à une trentaine, monter ça à 100 vrais jours d'occupation-activité. Oui. Ce qui fait que là, avec les montages, démontages là, du salon de l'auto et autres, c'est quasiment 200 jours. Là. Si t'avais ça, puis 100 vrais jours, donc soit qu'il y a un concert, un événement sportif ou un salon en cours, ça commencerait à être du sérieux. Là. Si on avait ça, ça vaudrait la peine. Lui est convaincu que c'est faisable. Bon... ben c'est certain que présentement, le stade, l'hiver, tu peux rien faire parce que s'il y a 3... Tu sais que présentement, la règle de la régie du bâtiment, à 3 cm de neige qui tombe, il peut plus y avoir rien dans le stade. Non, parce que c'est trop risqué que ça retombe sur la tête de quelqu'un. Oui, c'est plus assez sécuritaire. 3 cm à c'est Montréal. C'est sûr qu'un 3 cm, ça tombe vite. Décembre, janvier, février, mars, oublie-le, le stade. Là. Voilà, fait que t'es obligé de mettre une croix là-dessus, surtout que tu sais jamais quand il peut neiger. Là. Il a beau faire beau quelques semaines, tu commences ton événement, il se met à neiger, c'est fini. Le salon de l'auto, c'est planifié 2-3 ans d'avance. Fait que tu peux pas fixer un événement en février 2026, 2027. T'étais fini. De toute façon, le stade de la Toile était rendu au bout. Oui. Fait qu'il fallait faire quelque chose. Je sais qu'il y a des gens qui disent qu'on aurait pu dû mettre un sou là-dedans. Dans lequel cas, ce qui te restait à faire, sincèrement, là, si tu mets plus un sou... Tu démontes le stade, ni plus ni moins. Ça, c'est trop cher. Le déconstruire morceau par morceau, c'est trop cher. Surtout que c'est devenu, veut pas. Il y a des gens qui n'aiment pas, mais c'est devenu un symbole de Montréal quand même. Ce qui te restait à faire, c'est que tu enlèves la toile, tu débranches l'électricité, tu débranches l'eau. Ça devient des ruines, comme le Colisée. Au fil des siècles, ça va devenir comme le Colisée de Rome, là, une grosse affaire abandonnée. Non, mais c'était ça, là. Oui. C'était ça le choix que tu avais, là. Oui. C'est ça le choix que tu avais.
Je pense que malgré tout, c'est pas parfait, mais on fait ce qu'il y avait de moins pire dans les circonstances. Il nous reste à croiser les doigts. Pour vrai, si ça dure vraiment 50 ans, si ça t'offre, ça nous donne la paix pendant 50 ans, moi, j'applaudis. Là. Oui, ça va être mission accomplie. Mais après ça, on parle quand même de 870 millions de dollars. Maintenant, avant que ce soit commencé, il n'y a pas de délai encore d'annoncer également pour commencer, faire les travaux, les terminer, les conclure. Mais ceci dit, si aujourd'hui le gouvernement m'arrivait avec une solution en me disant là, c'est la toile, on a trouvé de la moins chère, et ça fait 2 fois qu'on le fait. À un moment donné, il faut apprendre, ça fait 2 fois qu'on le fait. Ça fait 2 fois. Une fois, je pense qu'elle a déchiré la 2e année. La première fois, elle a déchiré dans la première année. Tu sais, à un moment donné, il faut t'apprendre un petit peu de tes erreurs. Dire, on va pas nécessairement faire... Je comprends qu'on fasse pas ce qu'il y a de plus cher, le rétractable sur rail. Il y avait toutes sortes de scénarios. Mais le moins cher, là, je pense qu'on veut plus aller là non plus. Là, tout savoir en 24 minutes. On attendait aussi aujourd'hui avec impatience la comparution des 5 joueurs d'équipe Canada Junior 2018 qui sont accusés, je le rappelle, dans un scandale de viol collectif. Évidemment, quand on dit comparution, c'est pas eux-mêmes qui se sont rendus à la cour aujourd'hui. Il y aurait pu eux-mêmes les plaider non coupables, mais ça a été assez expéditif. Là, hein? Oui, ça s'est fait en visioconférence. Leurs avocats qui ont fait ça au départ de manière virtuelle. Quelques minutes à peine. Et là, vont plaider non coupables là, pour l'ensemble des chefs d'accusation. Carter Hart, Dylan Dubé, Cal Foote, Alex Formenton et Michael McLeod qui n'étaient pas présents, donc, mais qui vont plaider non coupables dans cette affaire qui venait aujourd'hui en même temps que la conférence de presse très attendue de la police de London, également en Ontario. Là. C'est entre autres le chef de la police, le Tai Twong, qui a décidé d'expliquer un peu à la population pourquoi on avait décidé de reprendre l'enquête, puis qui a présenté aussi des excuses. C'est intéressant, merci, envers la présumée victime. Des excuses parce que le reste, en ce qui me concerne, c'est resté flou. Là. C'est resté approximatif. Pourquoi l'enquête a été fermée, rouverte? Puis, tu sais, dans le fond, moi, je reste avec les mêmes explications que j'avais avant. L'enquête a été rouverte, a été fermée parce qu'ils se sont dit, bon, OK, Canada a payé la fille, ils ont acheté ça. Puis elle a été rouverte parce qu'ils se sont dit, ouais, là, ça brasse, puis les journalistes brassent. Puis ça a pris un bout quand même. Là. De 2022, ça a été rouvert jusqu'en 2024. Puis mais là, eux disent qu'ils ont eu de nouveaux faits en 2022. Quand l'affaire est revenue dans l'actualité, le scandale d'Hockey Canada, est-ce qu'ils ont eu de nouveaux faits? Est-ce qu'ils ont eu de nouveaux faits parce que de nouvelles personnes ont parlé? Ou est-ce qu'ils ont eu de nouveaux faits parce qu'ils ont cherché de façon un petit peu plus agressivement, enquêté de façon un peu plus diligente? Ça, je le sais pas. Oui, c'est une autre option, bien évidemment. Et là, on transmettait à la couronne là, toute la preuve aujourd'hui, là, plutôt de la part des procureurs de la couronne aujourd'hui, en après-midi. Et on va revenir devant le tribunal le 30 avril prochain. Puis il va falloir parier, bien sûr, que ça va être un procès qui va être très suivi. Puis ça a beau être ici, en Ontario, ça va quand même être un procès suivi aux États-Unis, Mario. Là. Il y a fort à parier parce qu'il y a des villes entières là, qui avaient ces joueurs-là dans leur équipe de hockey qui vont peut-être devenir curieux aussi de suivre ce dossier-là. Qui va peut-être devenir international le plus qu'on le pensait. Puis peut-être qu'il y a des gens qui... Je ne sais pas comment ça va se développer, mais est-ce que les équipes vont laisser entendre que si les joueurs sont acquittés, ils vont revenir? Ils pourraient revenir dans la Ligue nationale. C'est question des délais aussi, parce que ça va faire trop longtemps qu'ils n'ont pas joué. Oui, puis il risque d'y avoir toutes sortes de questions posées à la Ligue nationale de hockey qui sortent, eux, de la pause du match des étoiles en ce moment. Donc, ça a peut-être détourné un tout petit peu l'attention de tout ce qu'on avait vu, mais il y a des gens qui vont assurément devoir répondre à des questions éventuellement. Mais déjà, à l'heure où on se parle, les accusés et leurs avocats doivent avoir... Ils disaient qu'ils allaient, en cours de journée, transmettre la preuve, que la couronne allait transmettre à la défense l'ensemble de la preuve vidéo, audio, documentaire qu'ils ont. Alors, probablement qu'ils ont à l'heure actuelle les éléments de preuve là, qui sont déposés contre eux. Actualité. La présidente de la Fédération autonome de l'enseignement est sortie publiquement pour la première fois aujourd'hui depuis la fin des votes qui se sont conclus vendredi dernier en fin de journée. Là. Puis quand on dit vote, c'est un vote qui était, là, habituellement, il peut y avoir des votes un après l'autre où on sait l'issue. Celui-là, jusqu'à la fin, ça aurait été un suspense, là, tout un suspense auquel étaient raccrochés, on peut bien le croire, oui, les enseignants, mais des parents d'élèves un peu partout dans la province également. On se rappellera, ça l'a passé finalement. Mélanie Hubert, qui est la présidente de la FA. Mais ça a passé. 4 syndicats étaient de chaque côté, là, pour le oui et pour le non.
puis le 9e a voté à 50,6 %. On parle, je pense, en tout de 13 votes de différence. Là. C'est une poignée de votes qui a fait basculer d'un côté ou de l'autre l'ensemble de l'entente. Ouais, Marc, je pense que bien des gens vont être contents de dire, bon, ben là, quand même, ça règle tout, plus de grève. On s'entend que si c'était un vote électoral, il y aurait eu recomptage, là. Avec cette marge-là, tellement c'est serré puis tellement c'est mince. Donc, on a eu quand même là, toute une dissension dans le mouvement des professeurs. Puis Mélanie Hubert, aujourd'hui, a dit que c'est une entente qui n'est pas exactement ce que les profs méritent. C'est insuffisant, mais c'est honnête. Donc, on peut croire que les livres vont peut-être finir par se fermer autour de ça. Mario, on est content, entre autres, des échelles salariales qui ont été augmentées pour les professeurs, mais c'est le même problème qui revient dans leur bouche. L'organisation des classes, l'organisation du travail, entre autres, là, qui n'a pas été comme ils voulaient. La composition de la classe, j'ai trouvé quand même que Mélanie Hubert a un petit peu exagéré dans le langage ce matin. Là, quand t'es rendu à dire... Elle dit ça fait 20 ans là, qu'elle se prend juste des mauvaises décisions dans le monde de l'éducation. Là, tu te dis, attends un peu. Là, donc, tous les ministres de tous les partis politiques, 3 partis différents, des ministres différents, ils ont tous mal fait, là, juste des mauvaises décisions. Tu sais, c'est des propos comme ça, moi, qui me font décrocher, d'autant plus qu'il y a 3 ans et demi, là, quand ils ont signé l'entente précédente, la convention collective précédente, le gros problème à ce moment-là, c'était les jeunes enseignants. On dit dans le bas de l'échelle, ils commencent trop bas, puis les jeunes se découragent, ils gagnent pas assez les premières années. Et on a enlevé les 5 premiers échelons. Dans le fond, on a dit l'échelon qui était l'ancien échelon 5 ou 6, ça va devenir le premier. 53, 54 000, là, on va partir de là. Oui. Et ça avait été qualifié par la FAE d'une entente historique. Fait que tu te dis, ben voyons, il y a 3 ou 4 ans, là, on avait réglé des problèmes. C'était ça le plus gros problème, c'était les échelons les plus bas là, pour les jeunes enseignants, on l'a réglé. Mais tu sais, d'entendre ça après coup, tu dis, alors tout ça, tout ce qui a été fait, puis même ce qu'eux ont qualifié d'historique dans le passé, ça c'est tout plus bon. Ça fait 20 ans qu'on fait tout pour scraper le système d'éducation. C'est pour ça que les profs étaient dans la rue. Fait que autant, moi, je suis prêt à entendre de dire, regardez, on a réglé un certain nombre de problèmes, on a avancé. Il en reste. La composition de la classe, on n'est pas satisfait. On va interpeller à nouveau le ministre là-dessus. Ça, je trouve ça bien correct. Le ministre, il est encore ministre de l'Éducation, puis qu'il fasse son travail, puis trouver des solutions, c'est son devoir. Mais d'entendre des grosses phrases, moi, je suis contribuable. Là, je vais verser dans les prochaines années, comme tous les autres contribuables, des sommes colossales supplémentaires pour payer les enseignants. Puis là, tu te fais dire, ça fait 20 ans que tous les ministres de tous les partis veulent tout détruire en éducation. Tout ce qu'ils font, c'est juste des mauvaises décisions. On vient souffler de ça. Là, on vient fatiguer de ça. On se dit, OK. Puis après ça, c'est qu'est-ce que ça fait comme langage? Tu dis, OK, nous autres, dans l'éducation, on a la pire job, la pire paye, les pires conditions. Mais il faudrait recruter parce que ça prendrait plein de nouveaux enseignants là, pour nous aider, pour venir en renfort faire notre travail. Tu dis, boy, avec la belle façon dont vous parlez de votre métier, ça encourage les jeunes à s'y inscrire. Tout savoir en 24 minutes. Après avoir beaucoup critiqué Québec solidaire et le Parti libéral du Québec pendant, entre autres, la course dans Jean Talon, voilà que la Coalition Avenir Québec fait la même chose. La même chose, remettre de la publicité sur Meta, parce que, on se souviendra, là, ça avait été dénoncé vertement depuis que Meta, là, donc Facebook, Instagram, entre autres, et WhatsApp, boycottent là, tous les médias depuis un bon moment, là, depuis le passage du projet de loi C-18 à la Chambre des communes, là, qui demande une rémunération, donc un partage des revenus des contenus en ligne envers les médias canadiens. Et là, c'est spécial parce que la Coalition Avenir Québec qui se remet à faire ça, soit dit en passant de manière régionale, pour aller rejoindre une certaine partie de la population, des mots de leur directrice générale Brigitte Legault, mais ils avaient critiqué très fort. Là. Puis particulièrement, François Legault, là, on se souviendra qu'il avait dit que Québec solidaire devrait changer de nom parce qu'il n'était pas très solidaire avec les médias. C'est sûr que quand tu fais la même chose, c'est spécial. Un autre recul. De l'autre côté, à chaque fois qu'un parti comme ça, quand Québec solidaire l'a fait, les libéraux sont comme restés un peu discrets là-dessus, on continue à le faire. Quand la CAQ recule, c'est comme toute une fleur à Meta, là, parce que dans le fond, ce que tu leur dis, c'est vous êtes vraiment incontournable. Oui, vous êtes essentiel, on ne peut pas se passer de vous, on n'a pas le choix. Vous êtes plus important que tout, vous êtes une courroie de transmission absolument qui est qu'on ne peut pas s'en passer, là, qui est indispensable là, même à notre survie. Et c'est le plus beau cadeau qu'on ne peut pas faire à Meta. À la défense de tous les partis politiques qui l'utilisent, je comprends qu'un jour, ils font le constat, ils disent « Oui, mais tout le monde est dessus, personne chiale. » Personne ne l'a boycotté. Ce réseau social-là, ou cette compagnie-là, Meta, le Facebook,
a fait le plus gros coup de cochon qu'on peut faire à un pays. Là. Un coup de cochon incroyable de dire on va couper, on veut pas payer, on veut pas respecter les lois. Vous nous imposez la loi, on va couper les nouvelles, on mettra plus aucune nouvelle sur nos plateformes. Tu sais, c'est un coup de cochon terrible. Probablement que jamais dans l'histoire des compagnies, une compagnie aura fait un tel coup de cochon sans... Exemple, nos épiceries. Regarde comment les gens sont choqués contre IGA, Métro, Provigo. Pour 1000 fois moins que ça, là. Ils ont augmenté. Écoute, les prix augmentent, mais les prix augmentent chez les fournisseurs. Là. Les épiceries qui revendent, peut-être qu'ils ont abusé quelquefois, des fois, sur la fixation de prix. Je dis pas que c'est pas arrivé, mais je veux dire, pas comparable comme coup de cochon avec Meta. Hey, le monde nous écrit, là, les gens nous écrivent, ils chiolent contre les épiceries, ils chiolent contre les compagnies d'épicerie. Meta a fait un coup de cochon 10 fois plus gros. Ouais, puis c'est presque rien. Là. Je dis pas qu'il y en a des gens là, qui critiquent, mais c'est tellement petit. Donc les partis politiques, ils se disent, ben là, nous autres, pourquoi on se priverait de quelque chose où la population voit pas ce qu'il y a de mal, voit pas ce qu'il y a de grave, tout le monde est heureux, tout le monde trouve ça correct, tout le monde aime Facebook. Oui, c'est certain que ça devient tellement incontournable, là, des plateformes comme celle-là, tout le monde est dessus, puis c'est comme ce service qui est gratuit aussi, hein, j'imagine, comme personne paye directement, on paye avec nos données. T'es la marchandise. T'es la marchandise de ce site-là, mais c'est certain que les gens veulent pas arrêter de l'utiliser non plus. Mais la CAQ qui recule sur Meta, le Facebook, est-ce qu'il va être obligé de faire la même chose sur la question du financement? Reculer et nous dire dans 6 mois, mais là, finalement, là, on va recommencer à recueillir des dons, on va changer telle procédure. Ça se pourrait, ça, Mario. Moi, genre, le bruit du camion qui recule, là, tu l'entends déjà. Je l'entends déjà de loin. Jusqu'ici, bon. Nostradamus, Mario. On verra si ça se réalise. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Toujours en politique, il y a beaucoup de personnes qui ont été interpellées à réagir au retour en politique de Denis Coderre, ou du moins du prétendu ou du futur retour en politique de Denis Coderre, qui s'intéresse de plus en plus à la chefferie libérale. Là. Lui qui n'a pas reçu jusqu'ici d'appui de quelques députés libérales que ce soit ici au Québec. Mais un autre ancien de la politique est venu commenter son retour, puis il n'est pas allé de main morte. Quelqu'un avec qui il a beaucoup travaillé, c'est Régis Labaume, l'ancien maire de Québec, là, qui était de passage à Salut Bonjour hier, puis qui a lancé quand même là, tout un jab, on pourrait le dire comme ça, à M. Coderre en disant qu'il trouve ça triste pour lui, en disant que c'est malsain de ne pas avoir une vie en dehors de la politique, qui semble ne pas en avoir pour l'instant. Il dit, à un moment donné, il faut qu'on se mette ça dans la tête, qu'il faut laisser passer les autres, les plus jeunes. Il est allé d'une phrase qui m'a beaucoup fait sourire. Les vieux chaussons comme nous autres, il faut qu'on se claire. Spécial quand même. Ben, c'est sévère. Lui, Régis Labaume peut faire ce choix-là. C'est sévère. Je comprends ce qu'il dit. En fait, je partage ça un peu, qu'il faut laisser de la relève. Moi, je me considère comme un vieux chausson qui laisse la place aux jeunes. Je ne retournerai jamais en politique, je me considère trop vieux. Mais tu sais, en même temps, il y en a plein. Là. Je veux dire, aux États-Unis, tu vas avoir 2 candidats bien plus vieux, même pas comparables avec Denis Coderre, là, 20 ans plus vieux que Denis Coderre. Fait que, tu sais, j'ai trouvé que c'était un jugement sévère. De l'autre côté, pourquoi on aime Régis Labaume? Parce qu'on sait ce qu'il pense. Oui. Il dit ce qu'il pense, tel quel, crûment. Fait que là, hier, à Salut Bonjour, ils ont posé la question. Puis avec Régis, quand tu poses la question, t'obtiens la réponse. Économie. Nouvelle de dernière heure qui est tombée juste avant qu'on passe aux nouvelles économiques. Il y a une enquête publique qui va se déclencher ce printemps, 3 ans après le décès tragique de Raphaël André. Raphaël André, c'est cet Inou en situation d'itinérance qui avait été retrouvé sans vie dans une toilette chimique juste à côté d'un refuge fermé dans le centre-ville de Montréal, d'un homme en situation d'itinérance. Tout ça en plein couvre-feu lié à la pandémie. Là. Une histoire qui avait fait beaucoup jaser le 17 janvier 2021. Parce qu'à cette époque-là, il y avait un couvre-feu qui avait été mis en place par le gouvernement Legault au plus fort de la pandémie. Tout le monde devait se quitter l'espace public, quitter les rues à 20h jusqu'à 5h du matin pour libérer les rues, libérer l'espace dehors. Et les refuges, ben, c'était la même chose. On devait se trouver un refuge si on était quelqu'un en situation d'itinérance avant 20h. Et là, ça avait été levé, tout ça dans la suite du décès, justement, de Raphaël André là, pour les personnes itinérantes qui avaient bénéficié d'une exception. Mais là, 3 ans plus tard, c'est un peu une enquête publique surprise là, qui vient de tomber. Il était mort gelé, ni plus ni moins. Là. C'est ce qu'on avait compris, mais c'est ce que j'imagine qu'on va pouvoir démontrer là, beaucoup plus précisément là, dans ce rapport du coroner qui va être rendu
public là, prochainement. Donc, on va pouvoir suivre tout ça, là, des audiences publiques qui vont se tenir bientôt. Mais c'est quand même là, un décès qui avait beaucoup choqué à l'époque. Là, on s'en souviendra. C'est long quand même, comme à l'habitude, les enquêtes du coroner arrivent plus vite, mais mieux vaut tard que jamais. Là. Tout savoir en 24 minutes. Québec a présenté aujourd'hui un rapport qui a été dévoilé par le Conseil de l'innovation du Québec. Un rapport volumineux, 142 pages, qui s'intitule « Prêt pour l'IA », l'intelligence artificielle. Ça avait été, là, depuis longtemps, un sujet dans l'air, celui de l'intelligence artificielle, puis de comment le baliser. Puis c'est justement ce que vise ce rapport-là, c'est-à-dire comment on doit s'orienter ici au Québec pour encadrer l'intelligence artificielle là, qui arrive de plein fouet dans nos vies. Et là, avec le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, le ministre responsable du numérique, Éric Kerr, et l'innovateur en chef du Québec, Luc Sirois, on a expliqué un peu là, les grandes lignes de ce rapport-là. Parce que c'est un gros dossier, là, Mario. Gros dossier à aborder, puis qui va toucher là, tellement de législations différentes. Là. Puis on s'y attend. Puis quand j'entends les gouvernements encadrés en matière de technologie, ça n'a pas toujours été facile. Le gouvernement n'est pas agile, mettons, avec la technologie. Puis tu veux encadrer, mais tu veux pas non plus... tu veux pas perdre ce qu'il y a de bon. Là. Tu veux empêcher les abus, mais tu veux pas étouffer le secteur. J'ai hâte de voir... je pense que c'est bien quand même que les gouvernements soient déjà rendus là parce que les choses avancent tellement vite que entre être avant-gardiste et être en retard, des fois, d'après moi, il va y avoir seulement quelques mois. Là. Ouais, là, la ligne peut être mince là-dedans, surtout que le Québec a un rôle clé dans le développement de l'intelligence artificielle. Là. On a parmi les plus grands scientifiques du monde, là, Yoshua Bengio, entre autres, là, sur l'intelligence artificielle, qui font qu'on est très bien positionné. Et c'est d'ailleurs là, ce que visait le ministre Pierre Fitzgibbon aujourd'hui en disant oui, on veut réglementer, mais pas trop. Là. On veut s'arranger pour qu'il y ait quand même place à du développement. C'est ça. Exactement. Et donc, on veut, là, c'est le premier constat de ce rapport-là, il faut développer une loi cadre qui va être spécifiquement dédiée à encadrer le déploiement de l'intelligence artificielle. Faut qu'il y ait des modifications du code du travail aussi, c'est ce qu'on recommande, parce qu'il va y avoir des emplois complètement transformés par l'IA, d'autres qui vont être supprimés carrément par l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qu'on sait. On doit soutenir dans les lois ces gens qui vont perdre leur travail, les réorienter ailleurs. Besoin d'agir contre la désinformation aussi, ça c'est un autre point important du rapport. Et on veut protéger, dans le milieu de la culture, le travail des artistes et des auteurs également. Là, d'être capable de légiférer, par exemple, pour empêcher l'utilisation d'une voix ou d'une image générée par l'intelligence artificielle qui provient là, du droit d'auteur de quelqu'un ou de la voix, de la personne même qui a engendré le produit. Donc c'est un gros rapport qui est tombé aujourd'hui, rapport volumineux, mais qui, comme tu le dis, va être intéressant à suivre. Là, c'est surtout la mise en place après ça de ces recommandations-là qui risquent d'être serrées. Le Monde. On a appris aujourd'hui que le roi Charles III, à moins de 9 mois après avoir été couronné, a été diagnostiqué avec un cancer qui va le tenir à l'écart de la plupart de ses fonctions publiques pour une durée inconnue. Lui qui était opéré justement à la prostate. On parle d'une hypertrophie bénigne. Au départ, on se disait que c'était peut-être pour un cancer, justement de la prostate, mais finalement non. Mais pendant la procédure médicale, selon le palais de Buckingham, on aurait découvert une forme de cancer qui n'a pas été précisée. Et on commence les traitements immédiatement là, du côté du roi Charles III qui a pris le trône, là, 1 an et demi après la mort de sa mère, là, aujourd'hui, est en place sur le trône. Mais ce qu'on nous dit, c'est qu'il va continuer l'administration des affaires, mais il met quand même une pause sur ses sorties extérieures, là, ses sorties publiques. Voilà, donc on risque de ne pas le voir là, interagir bien de sitôt là, dans sa fonction publique. Donc ça va être un dossier à suivre. Ça a eu l'effet d'une bombe, cette nouvelle-là, lorsque c'est tombé aujourd'hui. Le tour du monde rapidement. Oui, des dirigeants d'à peu près tous les pays qui ont émis leur souhait là, de bon rétablissement pour le monarque. Dur début d'année, parce que Kate aussi là, a été opérée. Ça semble quand même majeur. Elle a été une couple de semaines, parce que à son âge, elle a été hospitalisée plusieurs jours, est sortie de l'hôpital, mais on parle de convalescence jusqu'à Pâques, donc elle aussi. Donc, deux personnes malades quand même sérieusement dans les premières semaines de cette année 2024 dans la famille royale. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.